Bien, bonsoir à tous, à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour une soirée particulière, spéciale, où on va parler d'éducation. Avant de donner la parole à notre invité, Philippe Mérieux, juste quelques mots d'accueil. Donc, c'est une soirée qui est co-organisée par l'Université populaire des Ardennes, que certains d'entre vous connaissent, qui œuvre depuis un peu plus d'1 an, qui organise des débats chaque année. Et parmi ces thématiques, il y en a plusieurs sur l'éducation. Et donc, sur certains de ces débats, de ces rencontres, nous nous associons avec la FCPE, donc Première Fédération des parents d'élèves. Donc avant de vous parler un peu de ce qu'on entend par l'école de la République, l'école publique comme liberté, je vais passer la parole à Philippe Lénis, un des animateurs de l'Université populaire, qui nous va dire un petit mot. Et on démarre. Bien, tout simplement pour vous rappeler que ça a tout son sens d'avoir Philippe Mérieux à l'Université populaire des Ardennes, parce qu'il a commencé, si je ne m'abuse, sa carrière dans l'éducation populaire. Oui, on peut dire ça. Donc, moi j'ai la faiblesse de penser que ce que dit Philippe Mérieux pour l'école publique, scolaire, nous enseigne aussi pour l'éducation populaire. Cela dit, peut-être que parmi vous, tout le monde ne connaît pas l'Université populaire. On a 2 ans d'existence. Je dois d'abord excuser le président qui devait être là ce soir et n'a pas pu venir pour des raisons importantes. Il a dû accompagner sa fille qui est hospitalisée à Paris. Donc, sinon, il aurait été bien évidemment parmi nous. Simplement vous dire que depuis 2 ans, on mène un certain nombre d'actions. Donc tous les mois, une conférence participative, citoyenne, où on essaye d'avoir un rapport plus équilibré intervenant public. Alors je ne sais pas si c'est avec le cas aujourd'hui, mais Philippe Mérieux nous a prévenu qu'il parlait beaucoup. Donc il faudra savoir lui dire que vous avez des remarques à faire, des questions, des interventions, car c'est le principe de l'Université populaire des Ardennes. Vous avez reçu en entrant donc un bulletin d'adhésion, donc faites-en bon usage, plus on est, mieux c'est. Vous avez également un appel à dons, parce que l'enjeu de l'Université populaire des Ardennes, c'est d'être autonome, d'être indépendant et de pouvoir avoir des intervenants qui nous permettent de comprendre les enjeux de notre société, de contribuer à notre modeste façon à l'émancipation de tous et de chacun. Et pour ça, plus on est autonome, mieux c'est. Et puis enfin, vous avez un questionnaire qu'on vous demande de rendre avant de partir. Donc n'hésitez pas, déjà qu'à commencer à le remplir, si vous le souhaitez. Ça vous permet déjà de prendre date avec nous pour éventuellement participer à des actions que nous menons, notamment les ateliers que nous aimerions développer. Par exemple, atelier philo. Nous avons déjà mené des actions dans des établissements scolaires, mais on peut, alors avec des enfants, mais on peut faire des ateliers philo, bien évidemment, avec des adultes. C'est très bien, ça marche bien. Des ateliers de lecture collective, des ateliers aussi d'écriture du journal interculturel. Bref, si vous avez envie de savoir plus, vous n'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos souhaits sur le questionnaire, et puis nous reprendrons contact avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Quelle place aujourd'hui? Oui, ça marche. Quelle place aujourd'hui pour l'école de la République? En regardant mes enfants récemment, je me suis surpris à me dire que l'école leur avait bien appris le passé simple, mais rien sur le futur compliqué. Face à un monde incertain, changeant, le rôle de l'école ne cesse d'être réaffirmé, encensé comme barrière à toutes les difficultés sociales et sociétales. Face à ces enjeux, les projets pour l'école que j'ai pu lire jusqu'ici me paraissent maigres et sans vision. Entre une école qui sent un peu la naphtaline quand même,
ou alors des propositions pour une école de plus en plus libérale, ou des propositions séduisantes mais sans vision à long terme. Ce moment de débat, qui devrait être un moment de débat démocratique, peine à nous montrer quel serait le projet, la vision pour un défi majeur pour notre société qui est l'école. Nous avons hérité d'une formidable ingénierie, d'une magnifique machine peuplée d'hommes et de femmes qui ne demandent qu'une chose, qu'on leur assigne, qu'on leur reconnaisse leur rôle social, celui de former les citoyens de demain. Je crois à la place et à l'importance de l'école publique comme pilier de notre République, mais on entend ici et là certains s'extasier sur des projets, notamment d'écoles hors contrat. D'autres expliquent qu'il faut permettre que l'école privée prenne sa place et nous parlent des projets de mixité dans le privé. Ici, en tant que représentant d'une fédération qui œuvre dans le public, je voudrais vous dire que l'école privée, pour nous, a toujours été plutôt un instrument de l'entre-soi. Par nature, elle n'accueille pas tous les élèves. Et ceux qui sont, c'est parce que soit ils ont les moyens, soit ils ont des bons résultats, soit le réseau ou les réflexes culturels. Notre fédération s'est toujours élevée pour renforcer et parler du public. Le public, pour nous, c'est la maison commune de la République. Notre République doit pouvoir regarder chacun de ses enfants et lui dire « À mes yeux, tu vaux autant que ton voisin ». Pour notre fédération, l'école se doit de jouer un rôle social, sans jamais oublier qu'elle n'est pas hors sol. Il est intolérable de voir aujourd'hui que l'école reproduit non seulement les inégalités sociales et territoriales, mais qu'elle les aggrave et les transforme en inégalités scolaires. Notre jeunesse a parfois bien des raisons à être en colère contre nous. Au quotidien, dans leur établissement scolaire, ils vivent les inégalités sociales que nous dénonçons. Et en ce moment de débat démocratique, il y a certains qui ont l'idée de nous parler de projets pour l'école et on nous parle du retour à l'uniforme, comme si tenter de camoufler la vérité pendant le temps de la classe pouvait la rendre plus acceptable. Nos enfants vivront des changements dont nous n'avons pas idée. La révolution numérique, les bouleversements climatiques, les migrations économiques toujours plus grandes, les mutations du travail, l'inversion du rapport au savoir, demain l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Pourtant, nous continuons à leur apporter les solutions d'hier alors qu'ils pensent déjà aux problèmes et aux questions de demain. Pire, nos politiques prônent l'individualisme quand nos enfants ont soif de solidarité et d'entraide. Comment qualifier la mise en concurrence des établissements par l'autonomie ou la valorisation du privé, sinon en parlant d'individualisme? Il est toujours aisé de renvoyer sur les individus les choix que la société n'a pas su faire. La question de l'école unique est un choix de société au bout duquel nous n'avons pas su aller. Il est temps, aujourd'hui, que nous faisons un nouveau choix de société. Nous devons choisir d'investir dans notre jeunesse. Il ne s'agit pas uniquement des postes d'enseignants ou de bâtis scolaires, il s'agit d'une véritable réflexion sur l'élève en tant qu'enfant face à l'apprentissage. Futur citoyen, un jeune qui s'est construit, fait des erreurs, essaye, mais qui a envie de réussir dans sa vie. Il s'agit aussi de nous, adultes, chacun dans notre rôle, parents, enseignants, éducateurs, citoyens. Que pouvons-nous faire pour accompagner chaque enfant, chaque jeune, à avoir confiance en ses capacités? Nous ne pouvons pas continuer à faire reposer notre modèle républicain sur cette seule école, érigée en rempart contre l'obscurantisme, la division, la théorie du complot, les inégalités, la précarité, si nous ne nous donnons pas les moyens d'y envoyer des élèves auxquels on aura donné des raisons de croire en l'espoir que la société place en eux.
Voilà, Monsieur Mérieux, que je voulais dire ce soir, avant de vous passer la parole. En effet, en ce moment, on s'interroge fortement sur les projets qu'on voit apparaître ou les non-projets sur l'école. Donc, j'espère que cette soirée nous permettra d'échanger et d'avancer ensemble sur cette question importante, majeure pour notre société. S'il vous plaît. Merci. Merci à l'Université populaire, merci à la FCPE, merci à la salle de cinéma qui nous accueille. J'ai vu qu'elle vous enjoignait de mettre vos lunettes 3D à la porte. Vous pouvez les enlever, nous ne sommes pas des hologrammes. Nous sommes bien là pour de bon. Et nous allons tenter de donner un peu de relief nous-mêmes à notre propos. Et je compte sur vous, bien sûr, pour que ce relief soit d'autant plus important que vos interpellations seront plus vives. Alors le titre qui m'a été proposé, l'école publique c'est la liberté, est un titre qui me va bien. Et je vais essayer de d'introduire le débat que nous allons avoir par quelques remarques dont je vais d'abord donner le plan et ensuite je les développerai une par une. Dans un premier temps, je me permettrai de revenir un petit peu en arrière et de dire ce que n'est pas l'école publique. Il y a, je crois, de ce côté-là, un certain nombre de confusions. Ensuite, j'évoquerai ce qui fonde, ce qui a fondé historiquement et qui peut fonder encore aujourd'hui l'école publique. Dans un troisième temps, je m'interrogerai sur ce qui la structure et l'organise. Et puis, j'évoquerai, ça a déjà été évoqué par Liliana Moiano, ce qui la menace aujourd'hui l'école publique. Avant de terminer dans une cinquième série de remarques sur ce que nécessite l'école publique pour vivre et être toujours plus encore formatrice de la liberté. Alors, première série de remarques, ce que n'est pas l'école publique. L'école publique n'est pas une institution qui aurait pour vocation de regrouper ad vitam aeternam dans des classes de 20 à 30 élèves, des jeunes enfants ou des adolescents ayant le même âge ou à peu près, le même niveau ou à peu près, sous la houlette d'un enseignant qui leur ferait faire la même chose en même temps. Si je me permets de dire cela, c'est parce que ceci, ce que je viens de décrire, ce que nous avons tous connu dans notre scolarité, ce que nous connaissons encore, n'est qu'une modalité de l'institution scolaire. Ça n'est pas sa finalité. Aucun Dieu n'a jamais gravé des tables de la loi sur un quelconque mont Sinaï, sur lesquelles serait écrite « On enseignera toujours, ad vitam aeternam, à des classes d'une moyenne de 25 élèves, d'enfants du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. » Nul n'a dit que c'était la forme qui devait se pérenniser à l'infini et qui était en quelque sorte la définition de l'école publique. Alors c'est d'autant plus important de rappeler cela que cette forme, nous ne la devons pas à la République. Nous la devons à un ministre qui, le moins qu'on puisse dire, n'était pas républicain. C'est François Guizot, le ministre de la monarchie de Juillet, un homme profondément hostile à la démocratie, profondément hostile à la République. En 1830, quand la monarchie de Juillet arrive au pouvoir, il existe encore quelques reliquats de l'école moyenâgeuse et de la Renaissance. C'est une école très chaotique et qui fonctionne très mal, dans laquelle on réunit des enfants dans des grandes salles et où le maître fait venir à côté de lui 1, 2 ou 3 élèves pour leur faire une sorte de petit cours particulier qui d'ailleurs est différencié selon les
capacités financières et les dons que les familles peuvent faire aux maîtres. Cette forme d'enseignement qui subsiste encore, en particulier dans les campagnes, mais aussi dans un certain nombre de villes, qu'on appelle même parfois des salles d'asile, est une forme d'enseignement qui est évidemment en perdition, tant tout le monde mesure qu'elle est à la fois injuste et inefficace. Alors il y a deux modèles d'écoles qui émergent, et qui ont émergé depuis quelques années, mais qui émergent là dans les années 1830, se structurent et se combattent. Il y a un premier modèle d'école qui est issu de la tradition catholique, plus exactement de Saint Jean-Baptiste de La Salle et des frères des écoles chrétiennes, et qui est le modèle de l'école que l'on appelle simultanée. Le modèle de l'école simultanée s'inspire au fond de la forme religieuse de la messe. Elle consiste à considérer les élèves comme des fidèles qui doivent absorber en quelque sorte le discours d'un maître qui s'adresse simultanément à eux dans le recueillement collectif. Cette forme imposée par les frères des écoles chrétiennes va jusqu'à regrouper systématiquement les élèves par niveau. Et les frères des écoles chrétiennes proposent qu'il n'y ait jamais d'école de moins de 3 classes pour avoir 3 niveaux différents. Les partisans de ce modèle simultané combattent donc déjà les écoles rurales, qui sont des classes uniques, multiniveaux, dans lesquelles ils voient l'expression d'une grande pagaille, mais aussi d'une perte de l'autorité quasiment cléricale de l'enseignant. À côté de ce modèle dit simultané, s'est développé en France un certain nombre d'écoles sur le modèle dit mutuel. Alors le modèle mutuel, il nous vient à la fois d'Angleterre, de Lancaster, de Bell, mais aussi de Suisse et aussi de l'Église catholique d'une certaine manière, puisque un des grands théoriciens de l'école mutuelle est le père Girard à Fribourg. Dans l'école mutuelle, les élèves ne sont pas regroupés par âge, ni par niveau, ni par groupe de 20 à 30. Ils ne sont pas sous l'autorité d'un enseignant unique qu'ils doivent écouter religieusement, et ils ne font pas tous la même chose en même temps. Dans l'école mutuelle, les classes sont plus nombreuses, elles vont parfois jusqu'à 100 élèves, elles comportent parfois plusieurs enseignants, 2, 3, 4 enseignants, elles comportent toujours des élèves de niveaux différents, parfois de 5 à 15 ans, et elles sont organisées sur le principe du monitorat et de l'entraide. Les maîtres font venir un peu plus tôt le matin les élèves les plus âgés, à qui ils expliquent comment ils doivent enseigner aux plus jeunes. Ils prennent, sur le temps du repas, à la pause méridienne, les élèves les plus en avance, à qui ils expliquent comment ils doivent faire des exercices à leurs camarades qui sont plus en difficulté. Dans l'école mutuelle, on utilise le livre, beaucoup plus que dans l'école simultanée, où on utilise essentiellement la parole du maître. Dans l'école mutuelle, on utilise des tableaux sur lesquels il y a des figures, des animaux, des poids et mesures, etc. Vous les connaissez. Dans l'école mutuelle, on utilise l'ardoise. Dans l'école mutuelle, on déplace les bancs pour, de temps en temps, organiser du travail en groupe. En 1830, ces deux formes d'école cohabitent en France.